In de decennia na de oorlog staan de Joden voor de moeilijke opdracht hun leven weer op te bouwen. Na de Holocaust is de Joodse gemeenschap sterk uitgedund en zwaar getraumatiseerd. Ze hebben geprobeerd het Joodse volk uit te roeien. En dus een gezin stichten, kinderen hebben. Willen zeggen, oké, het is u niet gelukt, we zijn er. Dat was heel belangrijk. Toen ik in verwachting was en het eerste was een zoon, dat was voor hem een overwinning op de oorlog. En dan de tweede een dochter. We hebben nu 4 kleinkinderen. Natuurlijk is dat een overwinning. Bij ons heeft Hitler het niet gehaald. En 49, j'ai eu mon fils. En 51, j'ai eu ma fille. Et alors, la vie continue, la vie continue. Voilà comment je suis redevenu un homme. Le jour où il a rencontré ma mère, dans un bal qu'il y avait dans la communauté à Bruxelles, il l'a raccompagnée chez elle. Et il lui a dit que le jour où il se marierait, il aimerait avoir 4 enfants pour remplacer chacun des 4 Kishka qu'il avait perdus. Ça, ma mère le savait. Et elle a accepté. Alors, Hana, c'était le nom de ma grand-mère, de la maman de mon père. Michel, c'est juste moi, mais mon deuxième prénom, c'est Joseph. C'était le nom de mon grand-père. Et Irène, son deuxième prénom, c'est Berthe, comme la sœur de mon père, la petite sœur de mon père, la cadette. Et mon frère, Charles, c'est Charlie Isidore. Là, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai entendu souvent des juifs de ma génération pour qui ça a été pénible de porter le nom d'un mort. Et de savoir qu'ils avaient été nommés du nom d'un disparu. Ik wou veel kinderen omdat ik probeerde het Joodse volk weer op te vullen. Er zijn 6 miljoen weg van het Joodse volk. En die 6 miljoen hadden iedereen 3 kinderen kunnen hebben. Dat is al 18 miljoen. En dat is 18 of 9 miljoen mannen en vrouwen en kinderen en kleinkinderen. En generaties op generaties op generaties. J'étais tout petit et mon père m'a dit « J'ai toujours été premier de ma classe. À cause de Hitler et de la guerre, j'ai jamais pu finir mes études. Il faut que tu sois premier de ta classe. Il faut que tu montres que tu es un juif, qu'on a survécu à la guerre et que tu vas être un bon élève. » Je dis « Oui, papa. » Il y a tout ça est lié à cette guerre, à cette Shoah. Et donc, tous nos échecs, il les vivait comme son échec propre. Mijn adoptievader, Emil Vos, was getraumatiseerd door wat hij heeft meegemaakt in het concentratiekamp. En dat heeft hem nooit losgelaten. Hij was een vader die zijn 3 kinderen verloren had. En ik was een kind die zijn vader verloren had. En we hebben geprobeerd om elkaar een beetje te troosten. Maar een vader kun je niet vervangen. En kinderen kun je ook niet vervangen. Dus dat is totaal verschillend. We probeerden elkaar te completeren. Bij te staan in het verwerken van het verdriet. J'étais comme un zombie. Hein. Il m'a fallu plus de 10 ans pour
pour dire que je retombe sur mes pieds. Hein. Il a fallu longtemps. Elle m'a enlevé ma jeunesse, c'est sûr. Elle m'a volé 1 an de ma vie. Mais on ne se reconstruit pas comme ça. Hein. Ça, c'est pas possible. On peut faire... même toute une vie, on n'arrive pas à se reconstruire comme on veut. Ik reageer met angst op een heel onbelangrijk evenement. Ik denk altijd dat er een catastrofe zal volgen. Ik persoonlijk heb een soort minderheidscomplex ontwikkeld. Want ik heb gedurende 3 of 4 jaar gehoord dat ik een untermensch was. Mensen die mijn man goed gekend hebben, hebben hem nooit niet zien lachen, behalve met zijn kleinkinderen. Omdat hij zo negatief was. Bij hem, denk ik, hij heeft het nooit gezegd, maar ik denk dat zijn ouders altijd in zijn ogen aanwezig waren. Hij heeft ze zelf op het camion zien stappen en dat nooit niet kunnen vergeten, volgens mij. Wat voor leven is dat geweest? Mon père, finalement, c'est un homme qui s'est toujours beaucoup plaint. Si on le lui dit, il se vexe. Pour lui, il s'est jamais plaint. Je me suis dit qu'en fait, finalement, dans les camps, il avait 1000 raisons de se plaindre tous les jours, mais on n'avait pas le droit de se plaindre. On ne pouvait pas aller au commandant du camp et dire « Écoutez, mon lit n'est pas assez confortable, j'aimerais bien une couverture en plus, j'ai trop froid la nuit. » Voilà, paf, on recevait une balle dans la tête, c'était fini. Donc, je me dis qu'il a gagné le droit de se plaindre, mais il ne s'est pas rendu compte, mon père, que finalement, c'était un homme qui se plaignait souvent. Na de oorlog is mijn moeder hertrouwd met een man die zijn eigen vrouw en kind heeft verloren in de oorlog. En van tijd tot tijd was hij hardvochtig. Als we gewoon bij het eten even onder elkaar lachten, toen had hij tendens om een goede klap uit te delen. Wat hij niet verdroeg. De man kan er ook niks aan doen, wat heeft hij allemaal meegemaakt. Er zijn mensen die uit het kamp gekomen zijn, die altijd een stukje brood in hun zak hebben van hun kostuum. Ik ken mensen die in elk kostuum een stukje brood hebben. En heel veel mensen doen dat, omdat ze geen brood hadden in het kamp. Eten mocht nooit weggegooid worden bij ons. Geen korstje brood mocht weggegooid worden. En hij heeft heel lang op de grond geslapen. Want hij was gewend om op een harde plank te slapen. Hij sliep beter op de grond dan op een bed. Hij heeft nooit zijn verhaal verteld. Maar hij heeft het aan mij verteld elke nacht. Met de nachtmerries. Nooit toegegeven 's morgens dat hij over de oorlog had gedroomd. Want dan zegde hij, oh, ik heb weer slechte zaken gedaan. Maar ik had wel gehoord wat hij allemaal vertelde. Want hij vertelde gewoon. En de mama op de camion en de papa de camion. En waar is Suzy en waarom is zij gebombardeerd. En zo heb ik heel zijn verhaal ineen kunnen stoppen. Oui, ça, j'ai eu beaucoup de cauchemars, ça c'est normal. Quand je me levais le matin, j'étais fatiguée. Quand je travaillais, j'arrivais à mon travail, j'étais fatiguée. Pourquoi t'es fatiguée? Je dis, j'ai tellement de monde dans mes rêves. Je dis que le matin, je me lève, je suis fatiguée. Je rêvais, c'est terrible. J'ai toujours, encore maintenant d'ailleurs. Decennia lang is de Holocaust geen maatschappelijk thema. Nog in de media, nog in het onderwijs, nog in de politiek en zelfs niet in het wetenschappelijk onderzoek. Maar ook in de Joodse gezinnen zelf wordt er vaak gezwegen over het trauma. Le papa que j'ai connu, c'était un papa silencieux, qui gardait sa douleur pour lui et qui faisait semblant que tout allait bien, mais ça n'allait pas. Ik heb
dit gedeelte van mijn leven helemaal verzwegen gedurende 60 jaar. Ik denk dat dat de manier is waarop veel Joden de zaak gemanaged hebben. Je kijkt niet graag naar dit gedeelte van het leven. De kinderen moesten niet gebukt gaan onder de ervaringen van de ouders. Die last moest op hun niet gelegd worden. Voor te zeggen, je grootmoeder, je hebt geen grootmoeder, je hebt geen tante, je hebt geen dit, je hebt dat. Ik voelde me niet echt moedig genoeg om met mijn kinderen daarover te praten. Misschien had ik het moeten doen. Ik zeg niet dat ik gelijk had. Hè. Het is misschien persoonlijke lafheid. Maar ik heb het niet gedaan. Misschien zouden mijn kinderen me dat kunnen verwijten. Tot nu toe hebben ze het niet gedaan. C'est pas un secret de famille, c'est un non-dit. C'est une chose qui a existé et on ne pouvait pas en parler. Le non-dit, c'est pire que le secret, à mon avis. Parce que dans toutes les familles, il y a des secrets. Il n'y a pas des familles, il n'y a pas des secrets de famille. Mais des non-dits comme ça, sur des traumatismes forts, c'est quelque chose qui construit ou détruit. Hein. Ça peut faire des ravages. Ik heb het geluk gehad dat Emiel heel veel verteld heeft. Wat natuurlijk een diepe indruk op mij gemaakt heeft. Het heeft mij wel een trauma gegeven voor de rest van mijn leven. En hoe je draait of keert, je ondergaat toch wat je vader is overkomen in concentratiekamp. Het is al gebeurd dat ik 's nachts droom dat ik in plaats van mijn vader in die gaskamer sta. Ik vereenzelvig me met hem en dan probeer ik te voelen wat hij gevoeld heeft. Hoe beangstigend het moet geweest zijn om daar in die gaskamer te staan en dat je dan feitelijk beseft, dit is het einde. Dat moet heel moeilijk zijn. En ik ben overtuigd dat toen hij in die gaskamer stond, dat hij aan mij gedacht heeft. En aan mijn mama. De stilte over de Holocaust houdt decennia aan. Pas in 1978 slaat de Amerikaanse televisieserie Holocaust de wereld met verstomming. Op de toenmalige BRT kijken bijna 2 miljoen Vlamingen naar de reeks. Voor het eerst wordt een breed publiek zich bewust van de gruwelen van de Jodenvervolging door de nazi's. C'était la première fois qu'on voyait une série sur la Shoah, sur ce qui se passait dans les camps, avec des acteurs connus comme Meryl Streep, James Woods et d'autres. Et ça a été un choc. Het was voor ons belangrijk. Wij konden aan de wereld tonen wat wij ondergaan hebben. Wat ons is aangedaan. En aan de hele wereld. En niet alleen in onze naaste kringen. C'était pas une chose qu'on peut dire, voilà, depuis cette date, tout le monde a commencé à parler. Non, c'était graduellement. Mais je dis que c'est vrai qu'il y avait une vague dans les années 80 de faire des films sur la Shoah. Et ça a beaucoup aidé et ça a beaucoup supporté le concept de la Shoah. Ce n'est que parce que les historiens ont commencé à s'intéresser à ça, que la presse s'est intéressée à ça, qu'il y a des écrivains qui ont écrit des livres là-dessus, que des rescapés qui savaient écrire ont écrit des livres. C'est pour ça que petit à petit, d'année en année, les États ont pris conscience que c'était quelque chose d'important. 30, 40 ans après la guerre, 40 ans plutôt, le monde était prêt à se retourner sur ce passé et à commencer un peu à l'étudier,
à mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Il y a une volonté de ceux qui vont bientôt partir de livrer leur histoire. Il y a une volonté de ceux qui sont de la génération d'après d'en faire quelque chose. Il y a la peur que ça recommence. Il y a la peur que ça ne se sache pas, que la mémoire s'efface. On dit que les hommes ont la mémoire courte, et c'est vrai. L'homme a la mémoire courte. Donc, je pense que toutes ces œuvres qui se sont faites, mais ça a eu un retentissement très grand. Donc j'ai commencé à lire pour essayer de comprendre. Essayer de comprendre ce qu'ils ont essayé de faire de moi. Parce que, voyez-vous, comme j'ai fermé les portes du camp derrière moi, je ne me suis plus du tout intéressé à tout ça. Pourquoi est-ce que j'ai été dans les camps? Pourquoi ils ont assassiné mes parents? Je voulais comprendre, pas seulement me fermer les yeux, pas parler, mais moi, pour moi, je voulais essayer de comprendre ça. Donc, j'ai beaucoup lu et j'ai commencé à lire le livre de Primo Levi, « Si c'est un homme ». Je voulais savoir pourquoi Hitler avait fait cette guerre, en somme. Donc, ça m'a déjà appris pas mal de choses. Et surtout, ça donne une idée de l'évolution des gens à travers les années et les siècles. Mais là, ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'avait comprendre que c'était un drame, la première fois dans l'humanité qu'un projet comme ça, industriel, de mise à mort. Toen beseften wij werkelijk dat het geplande moorden waren. Om 6 miljoen Joden uit te rotten. Tot in de jaren 80 was Auschwitz een pelgrimsoord waar vooral de 70.000 Poolse martelaren werden herdacht. Van de meer dan 1 miljoen Joden die er werden vermoord, was geen spoor te vinden. Midden jaren 80 en vooral na de val van de Berlijnse muur komt daar verandering in. Het Joodse leed wordt erkend en Auschwitz wordt het symbool van de Holocaust. Après l'accident de mon fils en 85, alors c'est après que j'ai rencontré donc quelqu'un qui était à l'amicale d'Auschwitz et qui m'a fait rentrer là. Ma sœur a eu ce drame. Elle a perdu son fils de 18 ans qui s'est tué en voiture. Et alors, avec ce drame, elle a été à la fondation et elle a demandé « Donnez-moi quelque chose à faire parce que moi, je dois me changer les idées. » Il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que... Pas que j'oublie, mais que je ne reste pas avec mon idée là-dessus. Alors j'ai fait des tas de choses après l'accident de mon fils, entre autres ça. Et moi, je lui dis « Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas nous deux ?» Parce que nous n'avons pas de lieu ici en Belgique pour nous recueillir sur la tombe de nos parents, de notre frère. On n'a pas, on ne sait pas. Donc, c'est comme ça que ça s'est déclenché, voyez-vous. Nous, quand on retourne là, on voit ça, pas avec les yeux des personnes qui viennent pour la première fois, mais on revoit tout. On revoit les baraques, on revoit tout ce qu'on a vécu, tout ça. C'est ça, c'est pas comme on arrive là, qu'on ne connaît rien. Et là-bas, lors du voyage, j'ai découvert Birkenau. Je n'avais jamais vu Birkenau avant, que la nuit. Donc, on ne pouvait même pas se rendre compte de ce que c'était. C'est alors que j'ai compris l'ampleur de... Parce que moi-même, je ne m'imaginais même pas. Parce que moi, je ne connais que un, la caserne.
Auschwitz numéro 1, je ne connaissais pas du tout le restant. Et c'est moi, comme un touriste, j'ai découvert ça en 87. Et on était là tous les deux, on regardait, et puis je sais pas, on est tombés dans les bras l'un de l'autre, on a pleuré. C'était trop fort. Et quand je suis rentrée en Belgique, j'ai dit je vais plus. Je vais plus, je ne pourrai pas. Et alors mon frère a dit oui, moi je retourne. C'est comme si on allait chaque année sur la tombe des parents. Chaque fois que je vais à Auschwitz, je vais d'abord pour mes parents. Je vais d'abord comme si je vais sur la tombe de ma famille. Et puis je vais pour témoigner. De eerste keer is het moeilijk om daar binnen te gaan. Op diezelfde grond heeft mijn vader gelopen. In die barakken heeft mijn vader geslapen. Ik voel me heel dicht bij hem. Ik voel me nauw verbonden met hem in Auschwitz. Omdat daar zijn ziel nog rondwarrelt. Zijn ziel die feitelijk geen rust gevonden heeft, omdat hij niet begraven is. Hij is verbrand. En volgens mij is hij daar nog steeds aanwezig. En voel ik mij zo dicht bij hem. Toute la visite était une visite très émouvante et terrible de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Et pour moi, c'était la première fois. Parce que toute ma famille, mon grand-père et tout ça, enfin, la famille de mon père et de ma mère, tout le monde est mort à Auschwitz. We hebben een kaarsje gezet voor de verbrandingshoven waar ze hem verbrand hebben. En ik heb daar ook een gebed voorgedragen voor zijn zielenrust. En octobre 88, on apprend que mon frère s'est suicidé en France. Et ma sœur et moi, on est en Israël, ma grande sœur et moi, on reçoit un coup de fil pour dire voilà, Charlie s'est suicidé, l'enterrement sera tel jour à Bruxelles, on part. Et je me suis dit voilà, on va s'asseoir en famille, on va avoir des amis, les oncles et les tantes et tous nos amis d'enfance, et on va parler de mon petit frère Charlie. On n'a pas dit un mot sur lui. Parce que mon père, à ce moment-là, a tout d'un coup libéré la parole de ce qui lui était lui arrivé pendant les camps. Et ça a été comme un tsunami. Vraiment, il n'y a pas une autre manière de le dire. Il ne s'est pas arrêté pendant une semaine. Et on sentait bien qu'il en avait besoin. On sentait bien que ça lui faisait du bien. Mais moi, j'étais en train de me poser toujours la question, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de mon petit frère? Et je n'ai pas compris, en fait, ce qui se passait. J'ai compris longtemps après. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père avait gardé son histoire profondément enfouie en lui, et que le traumatisme de la perte de son fils avait tout ouvert en une seule fois. Cette douleur-là avait ouvert l'ancienne douleur. Et c'est un mécanisme qui arrive souvent dans les traumatismes. Mais au moment où ça se passait, moi j'étais un jeune adulte, j'avais 34 ans. Je ne comprenais pas ce qui se passait.
Moi, j'étais dans la douleur de la perte de mon frère. Un suicide, c'est une mort violente. Mon petit frère a été un peu le vilain petit canard de la famille. C'est pas de sa faute. Mais d'un autre côté, il a été élevé par un homme brisé par la Shoah, par une mère silencieuse et incapable d'être une bonne mère. C'est vraiment très facile de tout mettre sur le dos de la guerre et de la Shoah. Si c'était ça, on aurait dû se suicider dans toutes les familles. Pourtant, on ne s'est pas suicidé dans toutes les familles. J'ai dû dire à mon père qu'il avait reconstruit toute une famille et qu'il pensait qu'on était une famille réussie et unie et aimante. J'ai dû lui dire, papa, tu t'es trompé. Il faut que tu saches la vérité. C'était pas très réussi comme famille. Et ça, c'est très, très dur à dire. Mais c'est la vérité. Et ça ne change rien à mon amour pour lui. Rien. De mensen vergeten te veel. Andere mensen willen dat niet weten. En anderen zeggen, het is voorbij, je moet niet wreken, want je moet aan de toekomst denken. Ja, maar de toekomst zit hier in het crematorium. Mijn ouders, mijn zuster hadden geen toekomst. Je pense que mon père, quand il a commencé à être invité à raconter son témoignage, à raconter sa vie, plus il parlait et plus il se reconstruisait. Les Allemands, pendant la guerre, ont voulu lui faire sentir qu'il n'était rien. Et que l'idéal eût été qu'il disparaisse. Et donc, il a bien fallu qu'il se reconstruise. Et je pense que c'est à force de témoigner, avec tous les à côté qu'il y a eu, les cérémonies, les décorations, les voyages, les choses officielles, petit à petit, mon père a rassemblé toutes les pièces. Et il s'est reconstruit comme un Lego, comme ça, voilà. C'est maintenant, comme je dis, une obsession. Et quand on me demande, j'accepte. Et ça me donne aussi une raison de vivre, de raconter, pour que les choses ne puissent plus arriver, se faire. Wij moesten zich verzamelen op het perron van Kozel. We moesten allemaal op de grond gaan zitten bij elkaar. En toen wist ik dat mijn illusie van dat het gezin zou bijeenblijven, dat ik daar al niet meer bij zou zijn. Maar ik had nog wel de hoop dat eventueel mijn vrouw en de kinderen bij elkaar zouden blijven. Helaas heb ik veel later vernomen dat deze trein rechtstreeks naar Auschwitz is gereden en dat mijn vrouw en mijn kinderen daar onmiddellijk zijn vergast. Ik heb de grafsteen van Emile, van mijn adoptievader, geschreven. Hij was de advocaat en de tolk van degenen die omgekomen zijn in de concentratiekampen. Want hij kon het goed verwoorden, hij sprak een duidelijke taal. Quand j'assistais à des conférences et tout, et qu'il y a des gens, des orateurs qui venaient, qui disaient pourquoi avoir occulté ça si longtemps et tout ça, pourquoi est-ce que quand les gens sont revenus, n'ont pas de suite parlé, ils ont reproché ça aussi aux Juifs de ne pas l'avoir fait. Nous avons fait cette fameuse marche de la mort qui nous a amenés donc d'Auschwitz par les routes en plein hiver jusqu'à Grossrosen. C'est la première fois que je parlais. Et j'ai envoyé ça à mon fils. J'ai remis ça à ma fille aussi. Et c'est comme ça qu'ils connaissent toute mon histoire. Par les moyens modernes de communication. Mais moi, je me sentais pas capable. Je me sentais pas capable de leur parler de ça. Parce qu'ils m'ont connu quand j'étais leur papa ou les gens, leur grand-père qui avait créé déjà beaucoup de choses, qui avait fait déjà beaucoup de choses dans sa vie, etc. Et dont il avait profité et tout. Comment leur dire que j'avais été un esclave? Je ne pouvais pas. Donc, comme ça, avec la cassette, d'ailleurs, mon fils m'a téléphoné d'Égypte en me disant c'était plus facile comme ça.
quand j'ai lu le livre de mon père pour la première fois, j'étais choqué, en fait. Pas par ce qu'il dit, mais par le fait qu'il ne nous l'avait jamais dit avant. Il a fallu que j'ai 50 ans pour que je lise l'histoire de mon père, pas pour qu'il me la raconte, pour que je la lise. Et moi, je pense que j'aurais été un être humain mieux construit encore si j'avais su cette histoire. De details, hoe dat je vader geleden heeft, ja, is moeilijk voor een kind. Zelfs als die al volwassen is. En het ergste van alles voor mij was dat mijn vader zich bij mij heeft geëxcuseerd. Dat ik zo aan het lijden was. En toen heb ik hem gezegd, maar nee, wat zeg je? Jij bent absoluut niet verantwoordelijk daarvoor. Er zijn nachten dat ik niet kan slapen. En ik denk erover na. En dan kom ik in een schuldgevoel. Dat ik niet genoeg medelijden had met mijn moeder. Dat ik haar niet verstond. En dat ik haar niet de nodige eer heb afgegeven voor wat ze heeft doorgedaan. Dus wat ze is doorgegaan. Mon père ne m'écrivait plus de lettres. Il m'envoyait que des documents pour que je voie qu'il était un héros. Mais moi, ça ne m'intéressait pas d'avoir un héros. Ça m'intéressait d'avoir un père. Donc voilà, il y avait la Shoah partout dans ma maison. Et je ne pouvais plus voir ça. J'en avais marre de cette Shoah. Ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais pas savoir ce que mon père faisait. Et ça, je ne lui ai jamais dit. Jamais je lui ai dit ça. Même un fils de survivant a le droit de se moquer de son père. Que c'est pas encore un dieu, c'est juste un père. Et que les enfants, les adolescents qui l'écoutent dans les écoles et ceux qui l'accompagnent dans les camps voient mon père comme un monument. Mon père, c'est pas un monument. Mon père, c'est un homme avec toutes ses faiblesses. Et c'est ça que je vois en lui. Et c'est aussi un héros formidable. Donc moi, j'ai une image complète de mon père. Midden jaren 90 komt Schindler's List in de bioscoop en is de Holocaust alomtegenwoordig. In 1995 komt in de Mechelse Dossin-kazerne een Joods museum van deportatie en verzet. Dat wordt ingehuldigd in aanwezigheid van de koning. Het Belgische parlement stemt een negationismewet. Het is vanaf nu strafbaar om de genocide die door de nazi's is gepleegd te ontkennen, te minimaliseren, te rechtvaardigen of goed te keuren. Il y aura des historiens même, et d'autres politiciens et tout ça, et d'autres gens qui diront que la Shoah n'a jamais existé, ou qu'on exagère, c'était pas tellement, c'était pas comme ça, et que c'est les Juifs qui font ça encore pour gagner de l'argent, pour retirer de l'argent. Il faut que les gens sachent que voilà, il y a la liberté d'expression, il y a la démocratie, chacun peut avoir son opinion. Il y a des opinions qui sont des opinions inacceptables. Et la loi définit le cadre. Ça, jusque-là, ça va. À partir de là, ça ne va plus. Et quand on respecte toutes ces lois, on peut vivre comme des civilisés et on peut s'entendre, même quand on n'est pas d'accord. Ik denk dat antisemitisme bestaat en zal bestaan zolang dat Joden zullen bestaan. Dat verdwijnt niet overnacht en zeker niet door een wetgeving. Je mag wetten schrijven dat je niet tegen de Joden mag zijn. Ik denk dat iemand die echt vindt dat een Jood iets is dat niet goed is, die zal zo blijven, met of zonder wetgeving. Er heeft een dramatische schietpartij plaatsgevonden in Brussel, voor en in het Joods Museum. Uit een Europese enquête blijkt dat bijna 9 op de 10 Europese Joden ervaart dat het antisemitisme de afgelopen 5 jaar is toegenomen.
Bijna nergens in de Europese Unie ervaren Joden zoveel vijandigheid als in België. Enkel Frankrijk scoort nog slechter. Mensen worden op de straat, in de tram, in de metro en worden overvallen en worden bespuwd en worden op de muren van gebouwen, van Joodse gebouwen, bij Joodse mensen op de muren worden vuile Jood buiten. Ik ging ergens op straat en op de andere kant gingen er 3, 4 personen. En ze riepen dan van de andere kant, sale juif. Sale juive. Een tijd geleden, toen ik naar de synagoge ging en ik had een hoed op. En ik zag 3 jonge mannen op mij afkomen. En toen ze op mijn hoogte waren, hebben ze hun hand uitgestoken en mijn hoed af op de grond gegooid. Dat was een uiting van jodenhaat, kun je wel noemen. Met een Davidster als een broche of met de dingen durf ik niet op straat. Omdat je afhankelijk bent van mensen die niet op zichzelf kunnen nadenken, die alles maar slikken. Omdat ik voorzitter ben van het Forum der Joodse Organisaties, krijg ik dus afschuwelijke mails binnen. En daar komen dingen in die echt niet mooi zijn. En er is veel antisemitisme. Het is verdubbeld van vorig jaar, dit jaar. In 2019 oogst een carnavalsgroep uit Aalst veel protest met hun praalwagen die door veel mensen als antisemitisch wordt ervaren. De UNESCO besluit Aalst carnaval te verwijderen uit de lijst van het immaterieel cultureel erfgoed, omdat racisme en discriminatie geen plaats krijgen op die lijst. Als zij nu denken dat alle Joodse mensen een kromme, grote neus heeft tot daartoe, maar dan komt erbij een kleine brandkastje. Er komen geldstukken bij. Het gaf mij de indruk dat ik de annonce bezag voor de film van De Eeuwige Jood die in 1941 in Antwerpen werd gedraaid. Men mag een karikatuur van iedereen maken. Maar dat die karikatuur op een zak geld zit, dat is het antisemitisme. De Jood, de eeuwige Jood op het geld, beheerst de wereld. Hoe moet ik mij voelen daarbij? Ja, dus kom ik om te lachen. Karikatuur, 100% kan ik niks tegen hebben. Want ze maken van iedereen karikatuur. Maar het is niet een karikatuur. Het is de eeuwige Joodse geldwolf die daar zit. Les Juifs sont les premiers boucs émissaires. Ça fait 2000 ans que l'histoire le montre. Ah, moi, je ne suis pas du tout un juif paranoïaque. Pas du tout. Mais j'ai toutes les raisons d'être inquiet. Toutes les raisons d'être inquiet. Et vigilant. Et il y a des choses que je peux laisser passer, des choses que je ne peux pas laisser passer. Et j'essaye de faire la part des choses quand il le faut. Parce que dire de quelque chose qui me déplaît que c'est antisémite, c'est bien facile. Antisemitisme was daar altijd. Het was stiller, het was luider. Het was in sommige streken was het meer. In sommige... Het was er altijd. De oorlog heeft het niet opgehouden. Dus niemand was... Wauw, 6 miljoen mensen zijn vermoord. We moeten opeens Joden lief hebben. Dat is nooit gebeurd. Quelques années déjà, il y a un sentiment que les gens sont fatigués de la Shoah. C'est-à-dire que maintenant, m'embête plus avec la Shoah. Encore une fois la Shoah, encore une fois ça. Ça suffit, il faut laisser ça derrière. Ce sont des choses que j'entends en Israël et que j'entends aussi à l'étranger. Si on veut un peu comprendre ce que peut ressentir un juif aujourd'hui dans le monde, on ne peut pas le comprendre si on ne comprend pas la Shoah. On ne peut pas. On ne peut pas comprendre beaucoup de choses. Et on est obligé de comprendre.
On ne peut jamais vraiment se reposer et se dire, voilà, on a fait notre travail, on peut se reposer. Il y a toujours du travail à faire. Il y aura toujours des racistes, il y aura toujours des xénophobes, il y aura toujours des sexistes, il y aura toujours des antisémites et des islamophobes. Et voilà, il faut quand même essayer avec tout ça de construire un monde meilleur. Et pour le faire, il faut reconnaître ce passé, connaître ce passé et décider de faire mieux. Ik vertel enkel omdat ik wil dat de jeugd daarvan op de hoogte is. Dat ze zouden leren dat er barbaren bestaan onder mensen. En dat ze zich zouden behouden om geen barbaren te worden. En dat alle mensen gelijk zijn. Wat ik toch kan zeggen is dat ik een aantal dingen van de Holocaust heb geleerd. Die ik in mijn leven heb kunnen gebruiken. Ik wil er eigenlijk positief over spreken. Dat je nooit iemand mag beoordelen op basis van zijn gehorigheid aan een gemeenschap. Dat je moet een mens als een individu beschouwen, is een belangrijke ondervinding die niet natuurlijk is, want de trend of de tendens is dat niet te doen. Je zegt hij is Turk, dus hij is slecht of hij is goed. Het is makkelijk. Zich de vraag stellen, is meneer zo en zo goed of slecht, is een veel moeilijkere vraag. Het is nooit gedaan. En de herinnering moet blijven, maar ik heb iets gedaan voor die herinnering. Een naam noemen van iemand is belangrijk. En een foto is dat in het museum op de muur staat, is een soort grafsteen. Ik herdenk ze eigenlijk elke dag. Er is ook geen dag dat ik niet aan ze denk. Mama was heel gelovig en ze heeft altijd gezegd dat als ze naar de hemel komt, zal ze op God niet boos zijn. Ze zal alleen maar vragen waarom dat moest gebeuren. Waarom is dat alles gebeurd? Ze wil alleen maar een antwoord daarom. Waarom is dat gebeurd? Het is onbegrijpelijk. Hoe dat mogelijk is geweest en hoe de wereld dat toegelaten heeft. Hoe de wereld gezwegen heeft. En niemand
verroerd heeft of tussen beiden gekomen is. Behalve enkelingen, zoals moeder Julia, vader Raymond en Mona, die het uit liefde voor de mensheid gedaan hebben. Je crois que ma résilience pourrait être une boussole pour d'autres jeunes en détresse. Ça peut leur donner une inspiration. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut montrer. C'est pour ça que je l'ai fait. Ça, c'est ma raison spéciale. Ma raison d'être, comme on dit. On est une génération qui a besoin de se faire entendre aussi. Avec tout le respect qu'on a pour nos parents et tout l'amour qu'on a pour eux, nous aussi on a souffert. Et il faut qu'ils le sachent, que le monde le sache. Ça, c'est une chose que j'ai apprise, que la vérité ne tue pas. Le silence peut tuer, le mensonge peut tuer, pas la vérité. Als ik naar de scholen ga getuigen, dan zijn er dikwijls kinderen die vragen: mevrouw, bent u niet kwaad op de Duitsers? Op hetgeen de Duitsers gedaan hebben? En mijn antwoord is altijd: ik ben op niemand kwaad, want kwaad zijn op iemand maakt uw eigen kapot. Wij hebben een lot gehad te dragen. En we zijn verplicht in de Joodse godsdienst dat we die mensen niet mogen haten. Ze zeggen niet, je moet ze lief hebben. Maar je moet ze behandelen rechtvaardig zoals alle anderen. Non, le monde n'a pas appris avec la Shoah, n'a pas eu vraiment une leçon avec la Shoah parce que ça peut se répéter dans l'avenir. Pas de la même façon, mais ça peut se répéter dans l'avenir. Enfin, moi, je suis triste pour les jeunes maintenant parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Hein. C'est ça qui est triste.
Je pense que l'homme est foncièrement bon, foncièrement mauvais. Parce que, voyez-vous, tout ce que vous avez autour de vous, c'est pas Dieu qui l'a créé. C'est l'homme. Donc, je crois en l'homme. Parce que finalement, le bon va toujours revenir. L'homme a besoin d'être bon. Die moment dat de nazi's ons land bezetten, komt die raciale politiek natuurlijk ook binnen in ons land. En krijg je natuurlijk de vraag, wat ga je doen? Voer je mee uit? Wil je vertragen? Wil je openlijk verzet? Wil je eigenlijk blokken in de wielen gaan steken? Dat zijn natuurlijk de keuzes die dan moeten gemaakt worden. Nazi Germany, or Hitler and his close associates, could never have carried out mass murder on the scale that they did, with the organisation that they did, without the involvement of people across Europe. Iedereen had de mogelijkheid om te zeggen op een bepaald moment: ik doe niet meer mee, ik wil dit niet. En dan zie je dat dat niet gebeurt.